Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Andrei Breana, membre fondateur et président de l'association Eastwards Prospectus depuis 2015 et partenaire et cofondateur de la galerie d'art GEP qui met en avant des artistes d'Europe centrale et de l'Est, mais pas seulement. Andrei Breana a une longue expérience au sein du milieu artistique roumain. Il a notamment été directeur des ventes chez Artmark, maison de vente aux enchères, ou encore consultant au sein de l'Union des artistes plastiques de Roumanie. Andrei Breana, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, je lis dans la petite biographie que vous m'avez envoyée en préparation de cet entretien que votre cursus universitaire a été plutôt axé sur les études commerciales et économiques et que vous avez d'abord travaillé dans le milieu de la grande entreprise. Alors, comment ça s'est passé au début? Comment votre passion pour l'art contemporain s'est-elle développée et concrétisée parce que c'est devenu votre métier? Au début, ça s'est passé comment? Alors, tout simplement, tout d'abord, j'ai eu la grande opportunité de pouvoir étudier à l'étranger parce que j'ai commencé un cursus d'études en management ici à l'Académie des études économiques en français et je suis parti avec un Erasmus avant l'Union européenne en 2005 par bus. 48 heures de bus jusqu'à Paris et après Orléans. Et j'ai commencé par un stage chez HP, donc c'était la 3e année d'études de licence. J'ai eu l'opportunité d'avoir aussi une double licence, donc mon cursus est vraiment très très lié à la France. Et j'ai pu intégrer en fait l'équipe d'HP France à l'époque parce qu'ils étaient dans un processus très intense de globalisation et d'externalisation de rôles en Inde, un peu partout dans le monde, mais aussi en Roumanie, et ils avaient besoin d'un point de contact en fait qui coordonne en fait tout ce processus avec les différentes équipes d'ici. Et en fait, la grande chance, c'est que c'était pas un job, comme je dis toujours, d'Excel quoi. Donc j'ai pu aller sur le terrain, rencontrer les partenaires, voir la réalité de différentes entreprises autour de Paris. C'était toute une aventure, même de prendre la voiture et de conduire. J'avais 22 ans, 23 ans autour de Paris. Je connaissais toutes les autoroutes, donc vous étiez déjà passionné par l'art contemporain, je suppose. Oui, en fait, quand on habite à Paris, parce que j'ai habité quand même à Paris pendant 7 ans, ça m'a, en fait, je passais mon temps à voir des expositions tous les week-ends, de vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Je passais mon temps dans les musées, dans les galeries. Et en fait, pendant des années et des années en faisant ça, évidemment, j'ai développé une sorte de fascination de l'extérieur, un peu par rapport au domaine. Et en fait, vous n'étiez pas avant d'arriver à Paris. Pas autant. J'ai toujours été intéressé par l'art et quand je voyageais par exemple avec mes parents au sol, je cherchais à chaque fois les musées et les musées d'art contemporain spécialement dans toutes les destinations. Donc j'avais toujours un axe comme ça, d'intérêt quoi. Mais tout simplement j'ai été beaucoup exposé à l'art contemporain pendant des années et des années à Paris. Après quand le moment est venu de quitter mon travail, j'ai eu une sorte de crise d'identité, je peux dire. J'ai décidé que je voulais pas être un sorte de touriste dans ma propre vie et que j'habitais à Paris, mais que c'était pas suffisant en fait d'avoir une vie à Paris. Il fallait que je développe mon propre cursus et ma propre identité professionnelle, quoi. Et en fait, en parlant avec des amis, je me suis dit, mais pourquoi continuer dans le même domaine alors que tu peux continuer dans le domaine qui te passionne, quoi. Et j'ai cherché, j'ai trouvé des masters, parce que j'avais pas fait de master. J'ai commencé tout de suite à travailler après la licence. J'ai trouvé un master en management culturel à Paris, dans une école de commerce qui s'appelle INSEC. Et j'ai eu la possibilité de rencontrer énormément de professionnels du domaine. C'était mon premier point où au-delà de visiter des expositions et de rencontrer comme ça des gens lors des vernissages, j'ai pu rencontrer des directeurs de musées, des directeurs de galeries, des producteurs de films. Et j'ai commencé à avoir une perspective assez précise des différentes réalités des industries culturelles. Et en réseau. Tout à fait. Et naturellement, quand j'ai fini ce master, j'ai réfléchi beaucoup à l'idée de revenir en Roumanie parce que au lieu de développer quelque chose dans un marché qui était saturé, ça avait beaucoup plus de logique d'être pionnier en quelque sorte
en Roumanie. Et en fait, j'ai commencé par 2-3 rôles que vous avez mentionnés au tout début, mais j'ai tout de suite, j'ai toujours réfléchi au fait que je voulais construire ma propre entité, quoi. Et donc, on a ouvert la galerie en 2014 dans le même espace dans lequel on fonctionne aujourd'hui, dans un espace de 500 mètres carrés, qui était un espace assez important et qui nous a obligés beaucoup à faire des grands efforts de production. On a commencé par travailler avec des artistes internationaux. Sur 2 étages, non? 2 étages, une superficie un sous-sol, oui, et une superficie de plus de 500 mètres carrés. C'est difficile parce que quand on commence, on n'a pas beaucoup de ressources. J'ai commencé de zéro, pratiquement, parce que j'avais pas de réseau. En revenant en Roumanie, je connaissais personne, donc j'ai commencé comme ça. Je me suis inscrit à la chambre de commerce, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à les inviter pour parler vraiment de ce que je voulais faire. Et petit à petit, oui, j'ai rencontré des gens qui sont devenus de collectionneurs, de sponsors, et des gens avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, finalement. Donc je pense que là, j'ai vraiment réussi à développer des relations et de garder cette continuité et cette intimité avec beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, sont des collectionneurs des personnes qui sont des Français, des Roumains Un peu de tout. Donc, évidemment, je suis très lié à la communauté des Français et j'ai tout de suite commencé à travailler surtout avec des expats, avec des entreprises françaises qui sponsorisaient les projets de notre association, avec la galerie aussi, mais aussi des entrepreneurs roumains qui découvraient en fait avec nous l'art contemporain, quoi. Et parce que j'ai commencé à travailler assez rapidement avec des artistes internationaux, y compris avec des artistes français, par exemple comme Tania Moreau, qui avait à cette époque une exposition au Centre Pompidou-Metz. C'était une démarche qui était assez convaincante pour beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire cet import-export culturel et on a eu en fait des positions artistiques extrêmement solides en dépassant en fait le contexte local. Et je pense que ça a été très très important pour développer une légitimité en fait, parce que encore une fois, on a commencé à partir de zéro, quoi. Alors, André Berana, parlez-nous un petit peu de ce que vous proposez. Vous parliez des sociétés. Parallèlement à GEP, vous proposez des services. Alors, si je comprends bien, pour les employés, afin qu'à travers l'art, ils deviennent plus créatifs, également aussi moins stressés, etc. Et je crois que votre produit, si je puis dire, s'appelle Artset. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, tout d'abord, j'ai commencé cette réflexion en fait pendant la pandémie, mais en fait, ça c'est parti d'une réalité qu'on a constatée dans toutes les industries culturelles, c'est-à-dire un passage entre de la propriété à l'accès. En fait, de plus en plus dans la culture, on a de moins en moins de propriété, c'est-à-dire qu'on a vu ça dans la musique, avec l'accès aux plateformes de streaming. On a vu ça avec le film, et quand j'ai fait le master en management culturel en France, c'était complètement inconcevable qu'une plateforme de streaming, une entité de technologie, en fait, puisse changer le narratif, puisse produire des films d'Oscar. En fait, petit à petit, on voit en fait que cette idée de donner accès à beaucoup de contenu peut en fait changer aussi le contenu culturel, quoi. Et dans les arts visuels, c'est un peu différent parce que nous, on a des actifs, on a des œuvres d'art qu'on vend évidemment à la galerie, on a des artistes qu'on représente à long terme et on propose leurs œuvres. Mais en fait, dans les entreprises, c'est une réalité un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'entreprises qui font des collections d'art. Et je me suis dit, voilà, pourquoi... En leur sein. Voilà. Donc, ils développent des philosophies dans lesquelles ils se disent, voilà, on va acheter des œuvres d'art, on va les avoir d'une façon permanente. Mais pourquoi pas, je me suis dit, développer une solution intégrée d'art qui permet aux entreprises de louer, en fait, des œuvres et de travailler aussi sur des activités liées à la culture d'organisation. Parce qu'en fait, notamment dans l'après-pandémie, il y a en fait une réalité qui fait que, l'environnement du bureau, l'environnement du travail va complètement changer. Les entreprises ont commencé par cette façon de travailler d'une manière hybride. Maintenant, on assiste, je pense, à une sorte d'ubérisation du travail. Donc, tout le monde veut être un petit entrepreneur tout en gardant leur salaire. Les entreprises sont obligées à développer d'autres types de relations avec leurs employés, beaucoup plus libres, beaucoup plus orientées vers les objectifs. Mais en réalité, il y a très peu d'entreprises qui ont une culture d'organisation. En fait, il y a une raison pour laquelle on utilise le mot culture d'organisation. Parce qu'en fait, c'est un set de principes, de valeurs abstraites
Et cette culture, elle se forme pas seulement si on est axé par l'aspect transactionnel entre l'employeur et l'employé. Il faut vraiment travailler d'une façon active. Et en fait, on a trouvé même une étude qui a été faite en Grande-Bretagne pendant des dizaines d'années, qui est en fait accessible sur Internet et qui montre en fait que la présence de l'art dans l'environnement du travail contribue effectivement à la diminution du stress, au développement aussi d'un sentiment d'appartenance et de purpose, d'objectif, de mission au sein de l'entreprise, et la présence de l'art change aussi le rapport entre le travail et l'employé, quoi. C'est ça que vous appelez culture d'organisation, c'est-à-dire qu'à travers l'art, il y a une autre organisation qui se met en place entre l'employeur et les employés. C'est ça? En fait, ça fait partie, je pense, en pratique, d'après déjà mon expérience, parce qu'on a déjà plus de 200 œuvres louées dans différentes entreprises. Je pense que cette activité, qui a encore une fois la partie œuvre, mais aussi la partie de workshop, de séminaire qu'on développe sur différents thèmes en fonction des priorités de communication interne et de l'identité des entreprises, ça fait partie d'un mix d'actions que les entreprises ont commencé à développer. Certaines sont liées au well-being, au développement personnel. On organise toujours dans les bureaux des cours, dans différents domaines de coaching. On essaie de détecter les points d'intérêt des gens. Et surtout c'est dans vous diriez que c'est dans ce département d'activité? Je dirais que oui, mais nous on va un peu au-delà de ça parce qu'on adresse vraiment le sujet du contenu. En fait, on apporte vraiment du contenu dans l'entreprise. Et aussi, on a aussi une dimension externe, c'est-à-dire que avec certaines entreprises, on a aussi développé des activités avec leurs clients. C'est-à-dire que une entreprise qui soutient l'art, qui a des œuvres d'art dans ses bureaux, c'est une entreprise qui soutient la culture, qui réfléchit aussi à l'avenir de la société, et qui peut s'associer d'une façon active avec ce domaine, quoi. Et je pense que en étant aussi rapatrié en quelque sorte, en revenant en Roumanie, je me suis rendu compte que une des raisons principales pour laquelle les gens partent de la Roumanie, c'est qu'il y a pas suffisamment des activités au niveau symbolique, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui se sont développées, le niveau de vie en fait, d'une manière générale, notamment dans les grandes villes, a beaucoup augmenté. Je pense qu'il y a maintenant, en termes réels en tout cas, des différences assez petites, quoi, en termes de pouvoir d'achat réel, en fait. Mais en termes d'activité, par exemple culturelle, il y a une différence énorme. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, en fait, notamment quand ils développent, quand ils ont une famille, ou ils cherchent quand même à avoir un confort de vie qui est aussi accès à ça. Si on pouvait soutenir la culture en général et l'art aussi, qui a, à mon avis, un rôle central, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de l'image, quoi. En fait, l'art, c'est comme un langage primaire de l'image. Si on est exposé à l'art et on comprend en fait l'art, c'est quelque chose de très puissant, quoi. On arrive à développer un langage critique, on arrive à pouvoir expliquer toute cette complexité petit à petit. Donc tout s'inscrit dans cette démarche-là, d'entrer dans des univers auxquels on n'avait pas forcément accès, et comme un virus, si vous voulez, d'entrer avec les œuvres d'art, de commencer à faire des activités. Et en fait, une fois que ces mécanismes sont déclenchés, l'audience, le public est créé, quoi. Parce que petit à petit, les gens commencent à être intéressés. C'est vraiment une question d'accès. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme. Comme les gens n'ont pas accès à la culture, ou ont accès à relativement peu d'activités culturelles, ils ne peuvent pas développer un intérêt. Une fois qu'ils ont accès, ils développent un goût pour ça, un intérêt. Et certains, tout simplement, ils s'orientent de façon beaucoup plus significative vers ça. Alors précisément en parlant d'accès, j'aimerais avoir votre point de vue sur ce qu'on pourrait appeler une certaine numérisation de l'art, hein, qui permet par exemple un accès démultiplié, hein, aux grandes œuvres. Je pense notamment à ces vidéos avec musique de grandes œuvres projetées sur des grands murs. Alors, selon vous, y aurait-il des limites à ne pas franchir pour protéger les artistes et leurs droits d'une part, et de notre côté, est-ce que ça peut... alors là, je vais faire une petite analogie qui n'est peut-être pas bonne, mais je vois comment pour les médias,
on peut dire qu'il y a eu une certaine dévalorisation des médias suite à la numérisation. Pas seulement, mais en tout cas, il y a eu ce phénomène-là. Est-ce que vous, ça peut éventuellement vous inquiéter? Alors ça, c'est un débat qui est assez complexe parce que tout d'abord, d'une manière générale, la technologie n'a pas énormément changé la production artistique ou la façon dans laquelle le contenu artistique est distribué. Ça a été une diversification, en fait. Plutôt une diversification, et c'est vrai que nous, on est dans un domaine, que ce soit les galeries ou les institutions, assez conservateur par rapport à l'innovation. Évidemment qu'avec la pandémie, par exemple, beaucoup d'institutions et beaucoup de managers culturels, d'une manière générale, se sont posé cette question. Comment est-ce que la technologie, et on a essayé tous de faire des expositions online. Dans notre cas, c'était avec relativement beaucoup de succès, quoi. On a même vendu des œuvres online pendant la pandémie, mais parce qu'il y avait aussi cet intérêt. Les gens devaient remplir leur temps, ils étaient à la maison, ils avaient beaucoup moins de choses à faire, donc ils étaient beaucoup plus orientés vers ça, quoi. Je pense qu'encore une fois, ça fait partie d'un mix de stratégies de distribution. Tout d'abord parce que la question du droit d'auteur et de comment est-ce que les œuvres sont montrées dépendent principalement de la décision de l'artiste. C'est-à-dire que on a eu ce même débat avec les NFT pendant la pandémie. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes ont expliqué un tout petit peu en quelques mots les NFT, de quoi il s'agit. Ouais. Voilà, donc beaucoup d'artistes ont développé des œuvres numériques. Parfois avec des caractéristiques visuelles et formelles assez simples, par exemple comme une image de type GIF, une mini-animation, qui avec le blockchain avait cette traçabilité et cette édition limitée. Et dans certains cas, c'était une œuvre unique ou en édition, mais unique dans le sens où elle pouvait être identifiée avec la technologie d'une façon unique. Après, ce qu'on a vu évidemment, et c'était assez rapide, c'est que malheureusement, les NFT ont été un effort comme les monnaies, comme les crypto-monnaies, un effort assez spéculatif de certains artistes. C'est-à-dire que pour moi, la technologie va éditer le phénomène, on va influencer le phénomène artistique si de plus en plus d'artistes vont l'utiliser d'une façon cohérente et pas spéculative ou opportuniste dans leur pratique. Et je pense que c'est plutôt, on est toujours, notamment avec la chute après de la destruction totale, dans certains cas de plateformes de crypto-monnaies, on a vu en fait que c'était quelque chose qui était un mécanisme volatile de mettre de l'argent, peut-être parfois de l'argent noir sur le marché, et aussi un mécanisme de validation pour certains individus ou certains artistes qui n'étaient pas visibles. Donc, je pense que c'est une discussion on a encore. Malheureusement, elle n'est pas allée dans le bon sens pour la technologie. C'est-à-dire qu'on a eu avec le blockchain plutôt des exemples négatifs. Donc oui, il y a eu une explosion, notamment en 2021, mais cette explosion a été aussi spectaculaire en implosion, quoi. Et voilà, aujourd'hui, je pense que on voit des pratiques qui restent. Peut-être ce seront les pratiques qui vont rester à long terme. Vous savez, la technologie, c'est pas pour la première fois qu'on le vit dans le monde de la culture. C'est-à-dire qu'on l'a eu avec l'apparition de la photographie qui a complètement changé en fait la peinture et les mécanismes de représentation des images. On l'a eu aussi avec la vidéo, notamment à partir des années 60, 70. Beaucoup d'artistes ont développé, et on l'appelle toujours en fait de nouvelles technologies, en fait de l'art vidéo, un nouveau art, quoi. Donc c'est toujours nouveau. C'est pas pour autant dévaloriser Voilà, tableau, voilà, exactement. Je pense qu'on aura toujours une diversité de pratiques artistiques et pour moi, un certain écrémage à un moment donné. Voilà, exactement. Après, il y a aussi, et puis c'est la question peut-être, la manière dans laquelle la technologie va évoluer. On assiste à l'apparition de casques de VR ou de réalité virtuelle, de la réalité virtuelle de plus en plus développée, peut-être avec la technologie qui va devenir de plus en plus accessible et de plus en plus fonctionnelle, parce que pour ceux qui ont testé en fait ces instruments, ils sont pas très faciles à utiliser, quoi. Et vu qu'on passe déjà énormément de temps devant ton écran, moi j'ai du mal à croire que les gens c'était aussi une des leçons pour la pandémie. Ils vont pas se orienter d'une façon exclusive vers la technologie, quoi. Je pense qu'on cherche toujours le contact direct.
on cherche d'être dehors. Donc, on va toujours avoir en fait ce besoin d'aller dans une galerie, d'aller dans un musée et d'être exposé à ce mix de beaucoup plus éclectique que voilà. qu'on pourrait le penser. Ouais. Alors, je lis dans un entretien du site Sibiu 100%, début avril, que vous parlez dans cet entretien de la concurrence très forte entre les galeries au niveau international et qu'il est très important de faire partie, de participer aux grands événements. Il y en a eu un récemment, Art Paris, qui a eu lieu du 30 mars au 2 avril au Grand Palais éphémère à Paris, et où Guêpe a représenté la Roumanie. Alors racontez-nous un petit peu cette expérience. Alors nous, on participe depuis très longtemps aux foires internationales. C'est une activité notamment avec les artistes internationaux avec lesquels on a travaillé. C'est une activité qui est pour nous très importante parce que d'abord, elle nous permet de rencontrer de nouveaux collectionneurs. Elle nous permet de rencontrer de nouveaux artistes. Et évidemment, la raison principale pour laquelle on participe à ces foires, c'est que on peut exposer nos artistes à l'étranger, quoi. Et c'était un événement qui a été très intéressant pour moi parce que on n'a pas eu l'occasion de participer à une foire en France, même si on participe à des foires. C'est la première fois que vous participez à Paris, parce qu'on a fait l'année dernière une foire à Marseille aussi, mais à Paris, qui est quand même l'épicentre du marché de l'art et de plus en plus au niveau international, hein, d'ailleurs. Donc ça a été une expérience très très intéressante. On a présenté deux artistes, un artiste roumain qui s'appelle Mircea Stănescu, qui est de Sibiu, c'est pour ça que cette publication de Sibiu a fait un entretien avec nous. Et un artiste croate, Damir Rochko, qui a beaucoup exposé en France, qui a une exposition aussi au Palais de Tokyo, au Jeu de Paume, au CAPC de Bordeaux, qui est vraiment très visible en France. Donc on a fait un mix de une position qui est relativement inconnue, avec des œuvres historiques en fait de Mircea Stănescu de la fin des années 80, et en même temps des œuvres plus récentes de cet artiste beaucoup plus jeune qui a 43 ans, qui s'appelle Damir Rochko et qui est un artiste très connu au niveau international. Donc on a rencontré de nouveaux collectionneurs, on a même rencontré Madame Brigitte Macron qui a visité notre stand. Donc c'était un événement qui nous a donné beaucoup de visibilité. Sur le site de vous avec Brigitte Macron d'ailleurs. Ouais. Oui, et j'ai vraiment j'ai trouvé cette petite discussion qui a duré en fait quelques minutes extrêmement agréable, et elle a posé vraiment beaucoup de questions, notamment liées à la pratique des artistes pendant les années 80. Donc on a eu, même si c'était un contexte où il y avait beaucoup de galeries, elle a visité, je crois, 2 galeries dans notre secteur, des jeunes galeries, et en fait, le directeur artistique de la foire a sélectionné notre présentation comme étant une des 2 présentations. Donc ça nous a donné évidemment beaucoup de plaisir, et pour moi, c'était un moment extrêmement agréable, et évidemment, j'étais extrêmement honoré de pouvoir avoir ces discussions. Très bien. Dernière question, Andrei Breana. Dans les années qui viennent, comment vous pensez développer votre passion qui est devenue votre métier? Est-ce que ce sera vers toujours plus de diversification, ou alors est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut que vous vous concentriez sur quelques petites choses, quelque chose, et pas trop en fait? Alors c'est une excellente question, et en fait ça reste au centre des discussions avec mes collègues aussi. Je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à une structure qui est relativement claire, et elle est posée sur 3 pylônes, notamment sur le fait que en fait on va aussi déménager avec la galerie en automne après 9 ans qui est passé à Plantelor. On va déménager à Floreasca, dans un nouvel espace, un espace complètement différent de l'espace qu'on a aujourd'hui. Et en fait, je pense que ce déménagement va entraîner aussi une logique différente de médiation culturelle et de développement de public, parce qu'on sera beaucoup plus en proximité en fait, des clients, quoi, des collectionneurs, des entreprises. Et pour revenir à votre question, donc on va évidemment continuer à développer la galerie, et on a cette année, l'année prochaine, de nouveaux artistes qui vont rejoindre le portfolio de la galerie. Un artiste roumain, moldave, qui habite en Allemagne, et un artiste français aussi, avec lequel on aura une exposition l'année prochaine. Donc on va continuer le développement international, on va préciser et rendre beaucoup plus précise la stratégie de la galerie. On va continuer cette activité en fait d'abonnement d'art qui se développe énormément et qui me donne une satisfaction extraordinaire, parce qu'en fait j'ai l'occasion d'acheter en fait ces œuvres que je loue.
Et c'est une raison. Vous parlez de Artset. Artset, voilà. C'est un des messages principaux qu'on donne aux entreprises, c'est qu'avec cette solution, en fait, ils ont l'occasion de soutenir directement des pratiques artistiques. Parce qu'en fait, certains artistes, certains jeunes artistes, peut-être n'ont jamais vendu une œuvre. Il y a plusieurs causes. Ils soutiennent les artistes, ça fait du bien à leurs employés, etc. Exactement. Et en fait, cette dimension de soutien de la culture, elle est pour moi centrale parce que, en fait, parfois les artistes, ils n'ont pas les moyens, la plupart du temps d'ailleurs, de louer par exemple un atelier. Si je viens et j'achète 5-10 œuvres d'un artiste, je peux leur garantir un revenu qui leur permet en fait mois après mois de soutenir des coûts fixes, ce qui est extraordinaire parce qu'en fait c'est cette stabilité qui n'existe pas en ce moment, quoi. Et après, avec l'association, on va continuer à développer les projets de mentorat, parce qu'en fait, on a en ce moment un projet de mentorat pour des jeunes artistes, un projet très complexe en fait, avec du mentorat, une exposition qui a eu lieu à la galerie et un projet d'art dans l'espace public qui aura lieu entre fin juin et fin septembre. Mentorat, est-ce que vous pourriez utiliser un synonyme pour que les... Alors, il s'agit pas de cours, il s'agit tout simplement d'aborder des sujets qui sont importants pour les artistes en termes de développement de carrière. Des sujets comme le marché de l'art, les mécanismes de financement, la relation avec un curateur, la communication. Pas du parrainage. C'est pas du parrainage, c'est même si les artistes sont payés, donc c'est un programme dans lequel les artistes sont payés, ils ont des honoraires tout au long du projet. En fait, ils reçoivent des informations qui sont extrêmement utiles et on les accompagne tout le long du projet, quoi. Et on va faire deux projets, un projet à Brasov, un nouveau projet de mentorat en partenariat avec le musée d'art de Brasov, qui aura lieu en automne et jusqu'au début de l'année prochaine, et aussi à Câmpulung Mușcel, dans une petite ville où, en fait, en partenariat avec la mairie, on va faire aussi un projet de mentorat pour des artistes locaux. Donc, on va essayer de développer au niveau national, parce qu'on a eu énormément de demandes pour ce projet de mentorat. On a eu parfois plus d'une dizaine de candidatures pour une place, parce qu'en fait, il y a très peu d'opportunités, en fait, pour les jeunes artistes d'intégrer, en fait, une vie professionnelle. Et la plupart, malheureusement, finissent par faire complètement autre chose. Et je pense que ce programme sera extrêmement important pour l'avenir parce que on va mentorer des dizaines, des centaines d'artistes. Et en fait, avec une logique directe, de plus en plus d'artistes vont réussir à développer des pratiques cohérentes, à développer des pratiques qui leur permettent de vivre, ou peut-être d'ouvrir leur propre structure, d'espaces d'artistes, d'espaces d'exposition, des galeries, pourquoi pas. Donc en fait, on va continuer avec ces trois pylônes qu'on va développer parce que toutes ces activités nous ont permis de développer l'équipe aussi. Aujourd'hui, on est 7-8 personnes dans l'équipe. Donc, c'est un sentiment très agréable, en fait, quand on travaille en équipe et souvent dans les galeries, dans la culture en général, le secteur indépendant est composé de structures très petites et il y a toujours cet effort, en fait, de survivre. Donc, avec cette diversification d'activités, je pense qu'on pourra arriver petit à petit à un autre niveau et on a évidemment des projets à beaucoup plus long terme, qui s'inscrivent dans une logique beaucoup plus institutionnelle. Mais bon, on va voir. Ça fera l'objet d'un prochain entretien. Exactement. André Brena, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur le site rfi.ro à partir de la semaine prochaine et il sera déjà demain matin sur la page Facebook de RFI. Je vous remercie. Week-end Placout, au revoir.